Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. Aujourd'hui, un sujet passionnant qui nous concerne tous, c'est celui de la parité et notamment la parité au COMEX. Et on a pour ça j'ai pour ça l'immense plaisir d'accueillir Clémence Bruno, la fondatrice de Aviomet Simone. Bonjour Clémence. Bonjour Roland, merci de me recevoir. Eh bien, écoute, on est ravis. On est ravis aussi de vous avoir tous. Vous êtes toujours aussi incroyable et aussi fidèle. Vous étiez la semaine dernière plus de 230 pour assister à la masterclass de Jean-Pierre Lanzetti. Jean-Pierre Lanzetti, c'est l'ancien patron de Casino Proximité, de Darty, d'Elior. Il a une carrière extraordinaire. Il est venu nous parler de la transition. Comment est-ce qu'on transitionne d'un parcours de patron de grand groupe vers l'entrepreneuriat. Tous ceux qui sont intéressés vers cette bascule, ces difficultés, ces enjeux, les forces aussi qu'on amène dans une startup quand quand on a eu cette riche expérience. Vous pouvez retrouver cette masterclass sur notre chaîne YouTube ou sur vos plateformes de podcast préférées. Les masterclass d'excellence commerciale sont rendues possibles par le soutien d'Incentive. Incentive, c'est un éditeur de logiciels, un éditeur au service des managers. C'est la plateforme des managers pour coacher leur équipe. Et de nombreuses entreprises aujourd'hui utilisent Incentive pour aider les managers à devenir de meilleurs coachs dans les services financiers avec des clients comme Société Générale ou Groupama, dans la technologie avec des clients comme Orange ou Sage, ou dans l'industrie avec des clients comme Air Liquide. Voilà. La page de publicité est terminée et donc on a l'immense plaisir d'accueillir Clémence. Est-ce que Jules, tu peux nous faire le portrait de Clémence Bruno, fondatrice de Aviomet Simone? Oui, Clémence Bruno, vous êtes diplômée de Neoma Business School en 2011. Vous débutez votre carrière en 2009 en apprentissage chez IBM en tant que junior sales et par la suite, vous rejoignez Otis en tant qu'ingénieur commercial où vous gérez un portefeuille client dans le secteur immobilier. C'est en 2014 que vous vous lancez dans l'industrie du recrutement chez Roberts Walters, un cabinet très réputé pour les cadres et les middle managers. Vous prenez en seniorité toujours dans le consulting du recrutement chez Badenoch, puis plus Clark, en devenant consultant senior en 2017, puis manager sales et marketing business to business en 2018, jusqu'à occuper le rôle de senior manager sales and marketing spécialisé life and sciences. En 2020, vous fondez Have You Met Simon à la suite d'un double constat, une accélération des besoins en féminisation des équipes et des plans de succession, et une évolution des politiques de recrutement favorisant de plus en plus la diversité des profils. Have You Met Simon accompagne les entreprises vers des recrutements inclusifs, favorisant la parité aux postes clés, promouvant la performance, la collaboration et garantissant une prise de poste efficace. C'est une très belle initiative qui garantit un recrutement de haut niveau à des postes clés pour vos Simon. Vous nous faites l'honneur de votre présence et c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui. N'hésitez pas à poser vos questions et Clémence y répondra dans l'espace questions et commentaires. Merci. Alors Clémence, on dit Have you met Simon, qui est l'équivalent masculin, ou Have you met Simone? C'est plutôt Have you met Simone, non? Parce qu'il y a un E à Simone. Oui, oui, c'est Have You Met Simone. L'objectif étant de dire à nos clients, évidemment qu'en tant que cabinet de recrutement, on va vous présenter tous les Jean-Claude Delateur que vous avez déjà l'habitude de rencontrer sur des postes traditionnellement masculins. Mais nous, en plus de ces profils-là plus traditionnels, en France, on a quand même une grosse tendance au clonage dans le recrutement. Donc, on va présenter pour rassurer nos clients ce type de profil, mais on va également présenter nos Simones, qui sont des femmes qui ont des profils autres, qui ont tout à fait les compétences pour prendre tel ou tel type de poste, mais qui vont venir peut-être d'environnements connexes, apporter d'autres choses, une approche comportementale également autre. Donc des Jean-Claude et des Simone. Alors Exactement. pour commencer, on va redonner le cadre. Hein, le cadre, l'initiative a été lancée par la loi Copé-Zimmermann du 27 janvier 2011, donc ça fait déjà 22 ans. Et cette loi, elle a eu un impact assez rapide, Clémence. Oui, alors non, ça fait 12 ans aujourd'hui. Et effectivement, on partait quand même on était très très en arrière, notamment par rapport à l'Europe sur la féminisation des conseils d'administration à l'époque, avec cette loi qui est arrivée comme une grosse révolution sur les sujets de féminisation et de parité, qui impactait les conseils d'administration, non pas les instances dirigeantes des entreprises au terme de opérationnel, de comité exécutif et comité de direction. Aujourd'hui, on arrive à 50%, près des 50% en France de femmes dans les conseils d'administration, donc ça a été une vraie réussite.
Attention tout de même à un point, c'est que beaucoup de femmes cumulent les mandats au maximum dans les conseils d'administration. Donc, il y a quand même cette nuance de se dire, oui, les conseils d'administration sont à presque 50% féminins. En revanche, il n'y a pas presque 50% des administrateurs qui sont des femmes. C'est pas le cas. Mais c'est déjà une première victoire. Oui, parce que finalement, les administratrices, elles sont très demandées. Elles sont très demandées. Et c'est vrai Exactement. qu'elles cumulent. Et donc là, sur le graphe, on voit qu'en Europe, on est, grâce à cette loi Copé-Zimmermann du 27 janvier 2011, aujourd'hui, on est les meilleurs en Europe. Hein. On est les meilleurs Ouais, sur. tout à Alors fait. ça, je crois que c'est les entreprises du CAC 40. Et puis récemment, il y a 2 ans, il y a une nouvelle loi, hein, la loi RIX. C'est ça? Mhm. Exactement. La loi Rixin qui amène cette fois à imposer un quota, notamment, hein, il n'y a pas que ça, la loi Rixin, pardon, rassemble énormément d'idées, énormément de chapitres pour promulguer l'indépendance notamment financière des femmes et l'égalité professionnelle, évidemment, entre les hommes et les femmes. Mais notamment, la grosse révolution dans le paysage des entreprises, c'est que c'est une loi qui va imposer 2 quotas, un quota plutôt à 2 échéances. Première échéance en 2026, on dit voilà, les entreprises doivent compter 30% de femmes dans leurs instances dirigeantes, les entreprises de plus de 1000 salariés. Donc, on parle plutôt à des grosses structures. À 2029, il faudra arriver à 40%. Donc, on a là 2 jalons très clairs qui vont imposer la féminisation et la parité au sein des entreprises. Pour nous, ça a été évidemment une révolution aussi. Aviumat Simon a été construit bien avant l'arrivée de cette loi. On n'en parlait pas. Et effectivement, aujourd'hui, ça donne un cadre juridique et légal extrêmement intéressant pour asseoir notre positionnement auprès des entreprises. Donc c'était auparavant des entreprises plutôt importantes, hein, les entreprises du CAC 40, des entreprises cotées, et puis là on descend vers des grosses PME, des ETI on va dire, des ETI. Est-ce que on envisage que la loi s'impose également sur des PME? Oui, absolument. Alors, je pense pas que ce soit dans le tuyau dans les tuyaux pour tout de suite. Euh, Mais en fait, on a un paysage des entreprises qui va se transformer au fur et à mesure. Si déjà toutes les structures ciblées par cette loi appliquent ce quota à 2029, ça transformera complètement l'approche des comités de direction et forcément, ça déteindra sur un environnement plus PME, plus start-up, voilà, toutes ces petites structures-là. Donc, le fait d'avoir ces modèles en fait de grosses entreprises qui vont devoir arriver à ce niveau et appliquer ces quotas, va forcément de toute façon opérer une transformation profonde de tout le paysage des entreprises en France. On en parlait il y a quelques semaines avec Sylvie Bernard, ancienne directrice du développement du groupe LVMH, du développement durable bien sûr. Et on parlait de cette importance de la loi qui engage finalement les entreprises à faire des progrès plus rapides. On le voit que pour l'environnement avec la fameuse loi CSRD qui va s'imposer à partir de 2024, comme pour la parité, le législateur a finalement un impact très fort sur la capacité des entreprises à se mobiliser sur un sujet. Et là, l'impact est remarquable puisque finalement la France qui était il y a une dizaine d'années tout en bas du peloton est maintenant la meilleure en Europe. On est les meilleurs en Europe, mais on n'est pas encore arrivé, Clémence. Oui, clairement. Sur le sujet des conseils d'administration, nous sommes numéro 1 en Europe et c'est une vraie fierté. Et on est arrivé à cette parité. Je veux dire, on y est, on la touche du doigt vraiment. Donc c'est une vraie réussite. Le sujet, encore une fois, des comités de direction, des comités exécutifs, c'est-à-dire de ce qui se passe réellement de façon opérationnelle dans les entreprises, pour le coup, c'est une autre réalité. On atteint à peine les 30%. Bon, on est au niveau européen, on est dans la moyenne, ce qui ne fait pas de nous des champions. Il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire. Une étude est sortie il y a à peu près un an d'un grand cabinet international de recrutement qui disait qu'aujourd'hui, dans les comités de direction, il manque très exactement 212 femmes pour arriver à la parité dans le SBF 120. Donc, c'est un chiffre c'est énorme. Je veux dire, on a encore énormément de travail.
d'identification en comité de direction, d'identification aussi en plan de succession, ce que ne font pas encore assez les entreprises et ce sur quoi nous les accompagnons. Alors, pour commencer la parité, il faut le prendre dès le début, c'est-à-dire au recrutement des cadres dirigeants. Quelle est la part aujourd'hui des cadres dirigeants qui sont recrutés, qui sont effectivement des femmes, pour qu'elles puissent grandir au sein de l'entreprise et devenir membres du COMEX, board member. Voilà, où est-ce qu'on en est au niveau du recrutement de cette parité? Je ne sais pas vous dire sur les chiffres français, je vais vous donner sur les chiffres Avioumet Simone. Nous, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que vous savez, tu sais, pardon Roland, j'ai créé ce cabinet parce qu'en 7 ans de recrutement, j'avais recruté une seule femme en fait en poste codir. En 7 ans, une seule. Donc, ça a été vraiment un point pour moi vraiment d'alerte qui m'a fait créer cette structure. Aujourd'hui, il faut savoir que pour présenter des candidatures féminines auprès des entreprises sur le recrutement, ça demande une démarche très amont d'accompagnement de nos clients pour les rassurer, pour parler compétences et pas expérience, pas diplôme, uniquement compétences techniques mais également comportementales. Aujourd'hui, avec ces efforts et une structure complètement dédiée, on arrive, nous, à recruter 53% de femmes. C'est-à-dire que plus d'une fois sur deux, nos clients recrutent une femme quand ils ont l'occasion d'en rencontrer. Mais vous voyez, par rapport à un recrutement plus traditionnel, format dans lequel j'étais précédemment, on a énormément de travail à faire. Présenter des femmes, des profils féminins pour des shortlists avec une vraie parité de candidats hommes et femmes, il faut le faire volontairement, il faut un effort pour le faire. Aller sourcer des femmes sur des postes très masculins, type direction de la qualité, direction d'usine, direction de la production, ou même direction commerciale dans des environnements masculins, etc., sans parler des directions générales, c'est un travail en soi. C'est-à-dire que ça demande un vrai effort d'aller féminiser ces shortlists, et c'est ce que nous voulons vraiment encourager les cabinets de recrutement à faire, que ce soit dans leur ADN, comme c'est le cas pour nous, ou non. Mais je veux dire, à un moment, les entreprises doivent demander, exiger de rencontrer ces profils également pour arrêter de rentrer, pour sortir de cette logique de clone qui finalement va venir scléroser les organisations, là où aujourd'hui, une loi Rixin va proposer de venir les oxygéner. Est-ce que dans ce phénomène, il n'y a pas aussi derrière des femmes qui n'osent pas et qui s'auto-censurent à postuler à des postes de responsabilité en disant ça va me prendre trop de temps, ou c'est pas pour moi, ou ça va être réservé à des hommes et tout de même j'ai aucune chance? Est-ce qu'il n'y a pas un phénomène aussi d'auto-censure? C'est de moins en moins le cas, mais effectivement, ça existe. Le phénomène est double. Les femmes, il y a deux sujets. Prendre un gros poste, un poste de responsabilité, ça veut dire passer énormément de temps dans l'entreprise. Et aujourd'hui, de façon très factuelle, dans les sujets d'équilibre vie pro, vie professionnelle, les femmes passent plus de temps que les hommes à s'occuper des sujets familiaux, etc. Donc, je veux dire de façon très factuelle, c'est compliqué pour une femme de se projeter sur un environnement professionnel qui va être beaucoup plus exigeant en termes de temps, de présence et de disponibilité. La première question moi, que me pose vraiment, je dirais 90% de mes candidates féminines, c'est en termes d'horaire, est-ce que le job permet un équilibre vie privée, vie professionnelle? Les candidats masculins me posent très rarement cette question-là. Donc, c'est vraiment une préoccupation qui, effectivement, peut empêcher les femmes de se projeter sur ce type de poste. Le deuxième sujet, c'est le manque de confiance en soi. C'est-à-dire qu'effectivement, on le sait, c'est pas un secret, les candidates féminines ont plus de mal à être assez sûres de leurs compétences, à avoir assez confiance en elles pour se projeter sur le poste du dessus. Ce qui demande énormément d'accompagnement, de coaching. Nous, on propose 2 types de coaching. Alors, nous ne sommes pas coach, donc c'est vraiment un accompagnement pendant le process pour décortiquer le poste, leur montrer que évidemment elles ont les compétences pour arriver sur ce niveau de poste
et un accompagnement pendant l'intégration également, parce qu'il y a un vrai sujet de posture quand on arrive dans l'entreprise. 70% des ruptures de période d'essai, hommes, femmes compris, hein, c'est un sujet de posture et de fit avec l'entreprise. Nous, c'est ce qu'on veut éviter. C'est-à-dire qu'on va vraiment accompagner nos candidates et nos candidats si besoin sur leur posture et le fit avec la culture de l'entreprise pendant leur période d'essai. Alors, les ruptures de période d'essai, on a de plus en plus de clients qui nous disent, alors c'est plus valable pour les jeunes collaborateurs, on a de plus en plus de gens qui nous disent, de clients qui nous disent, avant la période d'essai, c'était l'entreprise qui mettait à l'essai le collaborateur pendant une période de 2, 3, 6 mois. Et maintenant, on a des collaborateurs qui, à la fin de la période d'essai, disent est-ce que je peux la renouveler? Est-ce qu'on peut la renouveler? Parce que je ne suis pas encore sûr de rester. Est-ce qu'on observe ça aussi sur les recrutements féminins? Est-ce qu'il y a une tendance plus forte également, une exigence plus forte sur les Oui. populations féminines au moment du recrutement? C'est universel. C'est plutôt une question de transformation du marché du travail que de genre en fait de la personne. Il y a une vraie exigence aujourd'hui de la part de nos candidats. Nous l'encourageons, hein, cette exigence. On a vécu toute une période et même pour notre génération en début de parcours où effectivement la relation entreprise-collaborateur était assez unilatérale. L'entreprise voulait garder ou ne voulait pas garder. Moi, j'encourage vraiment les candidats sur un marché qui est de plus en plus exigeant, qui connaît un vrai virage. Aujourd'hui, le marché des candidats est très tendu. L'emploi des cadres, ça se porte bien. On voit énormément de création de postes, etc. Les candidats peuvent se permettre de prendre aussi le temps de la réflexion et de demander à avoir une relation équilibrée avec l'employeur. Pour moi, ça touche autant les femmes que les hommes. Et alors, à l'autre extrémité du spectre, une femme qui a eu des enfants et dont les enfants sont grands, sont partis faire leurs études, voire sont dans la vie active, donc autour de 50, 55 ans, finalement, c'est les femmes qu'on va retrouver dans les boards des grandes entreprises. Finalement, cette prudence que peuvent avoir certaines entreprises sur la disponibilité de membres du COMEX, elle n'a plus lieu d'être, puisque finalement, ces femmes-là, elles sont aussi disponibles que les hommes, elles n'ont plus à s'occuper plus des tâches familiales. Donc on devrait, il n'y a plus d'excuses finalement pour une entreprise de ne pas recruter des membres du COMEX à un niveau paritaire, quoi. Alors, il y a plusieurs choses dans ce que tu me dis, Roland. La première, c'est cette logique-là est aujourd'hui validée dans les conseils d'administration. Et on a des administratrices qui sont plus seniors, effectivement, sans aucun problème et qui ont plusieurs mandats, enfin voilà, qui sont très actives dans les entreprises. Cette logique n'est pas encore validée dans les instances dirigeantes des entreprises parce qu'on demande on demande au comité de direction d'être très opérationnel, très terrain et de garder une vraie connexion. Donc, au sujet de parité et de sexisme ordinaire dans les entreprises, s'ajoute un sujet d'agisme qui est un sujet très récurrent aussi dans les recrutements, qui est que on a parfois du mal à miser sur des profils très seniors et les femmes sont encore plus touchées que les hommes sur ces sujets-là. Donc, ça n'aide pas en réalité sur ces postes-là. Le deuxième sujet que je voulais évoquer, c'est nous, justement, on lutte tous les jours sur le débat personnel de oui, mais ces enfants sont grands. C'est-à-dire que la vie privée, la sphère privée, n'a pas sa place dans une discussion de recrutement pour une ou un candidat. Quel que soit l'âge des enfants, ça rentre en critère de discrimination de la même façon que le lieu de vie, l'orientation sexuelle. Enfin, on n'est pas là à discuter des sujets de santé, des sujets personnels de nos candidats. Donc pour nous, tous ces sujets-là, ils sont écartés d'office. Le sujet, c'est est-ce que la candidate est disponible? Est-ce que la candidate peut être là avant 10 heures le matin, après 16 heures le soir? Est-ce qu'elle peut enchaîner tant d'heures de travail ou partir en déplacement tant de jours dans la semaine? Et ça doit être le même débat, que ce soit un candidat ou une candidate.
Alors, il y a un autre sujet que je voulais aborder avec toi, c'est la bipolarisation des entreprises. Je vais mettre à l'écran un schéma qui montre très clairement qu'il y a deux types d'entreprises. Il y a des entreprises qui ont la difficulté à recruter des femmes, des entreprises masculines, qu'on va retrouver dans l'industrie, dans les télécoms, dans la tech. Et puis, des entreprises qui, au contraire, ont plutôt la difficulté à recruter des hommes. Et c'est très étonnant quand on trace, pour ceux qui nous écoutent en podcast, le graphe avec où on met un point par entreprise avec pourcentage de femmes et pourcentage de femmes cadres. Hein, bah, finalement, on a une corrélation assez forte avec deux groupes, les entreprises masculines d'un côté et puis les entreprises féminines de l'autre. Comment tu vis ça au quotidien? Est-ce que tu gères différemment un recrutement quand tu travailles pour ArcelorMittal ou quand tu travailles Mm. pour L'Oréal? Je vis le recrutement autrement parce que l'exigence de parité, pour nous, est la même. De toute façon, tout le monde rencontrera des hommes et des femmes sur la shortlist, mais effectivement, le sujet de parité est inversé pour certains de nos clients. C'est-à-dire que j'ai de façon assez récurrente des clients, toujours dans les mêmes secteurs, hein, les secteurs du beau, du luxe, du care, qui pour le coup ont des populations plutôt très féminines. Et ils me disent, oui, alors nous, en fait, on voudrait plutôt rencontrer des hommes parce qu'on n'y arrive pas, quoi. Donc, en fait, de la même façon, je vais aller chercher, et la difficulté est parfois la même, d'aller chercher des candidats masculins pour ces entreprises-là que des candidates féminines pour un ArcelorMittal. Donc, pour nous, la difficulté est la même. Effectivement, la démarche est inversée. Ça nous arrive très souvent. Donc, quand tu vas recruter pour L'Oréal, tu t'appelles Have you met Simon? Et quand tu vas recruter pour ArcelorMittal, tu t'appelles Have you met Simon? C'est ça, Merveilleux. c'est ça. Il faut quand même se dire que les sujets de parité sont quand même souvent des sujets de féminisation, si on l'avait pas encore compris. Mais le Have You Met Simon reste quand même assez exceptionnel. Mais oui, effectivement, ça arrive, ça arrive. On a une communauté d'ailleurs hein, de Simon, qui sont des hommes qui se mobilisent pour le féminisme et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, qui sont animés par mon associé régulièrement autour d'un atelier de réflexion sur qu'est-ce qu'être un homme, la masculinité aujourd'hui en 2023. Donc, on a, nous, cette double approche, vraiment toujours orientée parité, mais approche candidature féminine et approche alliée du féminisme en réalité. Alors pour conclure cet entretien, ça passe beaucoup trop vite. Est-ce que tu pourrais nous donner tes conseils pour nos auditeurs sont des dirigeants d'entreprise, sont des managers. Quels conseils tu peux leur donner pour créer une culture qui soit plus favorable à la parité et qui encourage voilà, les progressions de carrière plus favorables voilà, aux femmes? Mm. Le premier conseil, c'est évidemment d'appeler à Visumet Simone pour recruter. Ouais. Non, un vrai conseil pour les dirigeants d'entreprise, c'est de parler compétences et compétences comportementales, pas que compétences techniques. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut se dire que quand on arrive à un certain niveau de poste, on n'a pas forcément besoin de connaître tel ou tel sujet très technique lié au poste. On a un certain nombre de soft skills qui vont venir équilibrer en fait ce manque sur les sujets hard skills sur lesquels la personne pourra à la limite être formée. Donc, il y a une double approche. La première, c'est quand on recrute, réfléchissez vraiment à pourquoi on demande tel type de personne qui a tel type de diplôme, tel type de compétences. Est-ce que réellement, au-delà du côté traditionnel et habituel sur ces recrutements, est-ce que réellement c'est une attente sur le poste et pourquoi? La deuxième chose, quand vous intégrez des candidatures un peu effectivement atypiques et que vous savez que l'environnement n'est pas particulièrement favorable à ce type de personnes, en gros, quand vous recrutez une femme et que elle arrive dans un environnement, on va dire, très viril, avec des sujets parfois de sexisme assumés, hein, accompagnez-la. En tant que dirigeant, il faut vous positionner, il faut un moment se positionner sur une culture qui favorise ça, quitte à faire coacher la personne,
faire coacher aussi l'équipe en question, hein, le manager opérationnel, etc., pour ne pas laisser, pour vraiment faire évoluer la culture autour de ce recrutement qui est une belle occasion en fait de transformer les choses. Et puis, sur les plans de succession, aujourd'hui, en discutant avec nos clients, les plans de succession ne sont pas assez réfléchis. C'est-à-dire qu'on est encore dans une culture où telle personne va partir du codir. On le sait, enfin, à un moment, je veux dire, avec un turnover naturel, les personnes évoluent. En fait, on est en réaction, on n'est pas en anticipation de ce qui va se passer pour le remplacer. Donc, vraiment, j'invite les dirigeants à établir des plans de succession déjà faits d'hommes et de femmes, pas forcément issus, encore une fois, exactement du même métier, peut-être d'un sujet connexe et qui vont pouvoir monter en compétence le temps que la personne aille sur un autre poste, évolue en interne ou en externe. Il y a de l'assessment center pour ça, qui permet en fait de cartographier les compétences en interne des équipes. Ce sont des choses que nous proposons, que beaucoup de cabinets proposent et qui vous permettent, en tant que dirigeant, d'avoir une bonne idée des compétences et du potentiel d'évolution de telle ou telle personne. Donc, les compétences, se focaliser sur les compétences comportementales, accompagner les collaboratrices et le manager de la collaboratrice, Oui. notamment dans les environnements un peu virils, industriels ou tech, pour s'assurer que l'intégration se passe bien et en profiter pour faire évoluer la culture. Et puis, organiser des plans de succession qui intègrent la notion de parité bien en amont. Un immense merci Clémence, c'était très riche, Merci Roland. passionnant, très pragmatique. Alors tu as quelques lectures que tu suggères à nos auditeurs. Une première lecture qui est Merci mais non merci de Céline Alix, comment les femmes redessinent la réussite sociale. Survivre au sexisme ordinaire, analyse et technique de 18 féministes pour le mettre KO. Voilà un collectif. Podcast Les couilles sur la table parce qu'on n'est pas homme, on le devient de Victoire Tuaillon. Et puis le podcast Mansplaining pour expliquer ce qu'est un homme et rappeler que la masculinité n'est pas unique mais plurielle de Thomas Messias. Voilà. Et puis tu as une citation. Est-ce que tu as une citation qui t'inspire particulièrement? Oui, tout à fait. C'est une citation de Albert Einstein que j'utilise très souvent et qui en fait nous guide aussi tous les jours dans notre approche auprès de nos clients. Je l'ai sous les yeux pour pas dire de bêtises, pour dire vraiment la vraie version. Donc la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Ce qui est globalement l'approche qu'on propose et le discours qu'on tient à nos entreprises clientes, c'est que effectivement, à un moment, il faudra changer les choses à la source, c'est-à-dire au recrutement, pour faire évoluer les choses dans la structure. La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Très belle citation de Albert Einstein. Un immense merci Clémence pour cet entretien. On vous retrouve pour ceux qui doivent s'en aller la semaine prochaine pour une prochaine édition des Masterclass d'excellence commerciale. Et si vous voulez poser des questions à Clémence, vous pouvez le faire directement sur l'interface de GoToWebinar. Et Jules, ça fera un plaisir de nous les retranscrire. Jules, est-ce qu'on a des questions de nos auditeurs? Oui, alors Victoire, elle demande, j'aimerais recruter des femmes, mais j'ai beaucoup de mal dans mon entreprise. Alors Clémence, on ne t'entend pas. Oui. Et ben en fait, donc tu... Ah oui, d'accord. Ok. Alors je suis désolée. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. C'est bon? Je suis désolée, effectivement, j'ai un problème de réseau. Donc, Jules, est-ce que tu peux me redonner la question, s'il te plaît? Oui, Victoire demande, j'aimerais recruter plus de femmes, mais je ne sais pas comment faire dans mon entreprise.
Je suis désolée, j'ai un problème de réseau, je vous Donc, il y a entends plus probablement du une tout. question de sourcing, d'identifier les bonnes candidates. Oui, exactement. En fait, le conseil que je donnerais à Victoire, c'est de poser exactement ce qu'elle recherche comme type de profil, encore une fois en termes de compétences, point par point. Se demander si sur chaque point qu'elle pose, oula. Oui, vous m'entendez, vous me voyez, j'ai un problème technique, On je crois. t'entend. On t'entend. D'accord. Ce que je voulais dire, c'est que il faut qu'elle puisse descendre son cahier des charges pour vérifier que chaque point est vraiment en lien avec le poste et donc parler uniquement compétences, tout ramener à chaque fois à de la compétence technique ou comportementale. Alors Et Clémence, je suis désolé, ensuite, on t'entend plus du tout. On t'entend plus du tout. Je crois que malheureusement, on va devoir renoncer à cette séance de questions. En tout cas, merci à tous de votre fidélité. On vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition des masterclass de l'excellence commerciale. Merci Clémence pour ce témoignage et bonne journée à tous. À la semaine prochaine.